Ça fait un peu plus d'un an que la Russie et l'Ukraine sont en conflit. Et quand ils ont démarré, les pays africains, on avait tendance à les sommer de prendre position. Mais vous, comment est-ce que vous appréciez l'attitude qu'a adoptée les pays africains? Ah, j'ai salué ça, hein. J'ai salué la neutralité des pays africains. Parce que quand même, c'est un conflit qui nous amène vers, qu'on appelle un véritable changement de paradigme au niveau géopolitique. C'est pourquoi chacun tirait de son côté. Mais vous savez, quand deux forces s'opposent, on cherche le plus faible pour compenser, quoi. Donc c'est l'Afrique qui était un peu le ventre mou, voilà, en quelque sorte. Voilà. Mais est-ce que les Africains ont su tirer profit de ça? Est-ce qu'ils ont pu avoir une réflexion stratégique sur ça? Ça, je ne suis pas encore sûr. Mais l'Afrique devait jouer ce rôle. On l'a poussé à dire je vais à droite ou je vais à gauche. Les Africains sont restés quand même neutres et je crois qu'il faut saluer la neutralité des pays africains. Comment ils auraient pu tirer avantage de cette position, de cette situation? Mais en monnayant ça qu'ils sont devenus chers. Ils sont devenus chers aujourd'hui. Donc il ne faut pas monnayer sur le plan financier, mais je veux dire, il faut en profiter pour que la détérioration des termes de l'échange, comme disait M. le Président de la République, Senghor, soit résolue. Poser ces problèmes. Pour poser ces problèmes, la présence de l'Afrique au niveau des Nations Unies. Voilà, ça c'est le moment parce que tout le monde dit, nous sommes d'accord pour que l'Afrique ait un représentant au niveau des Nations, au niveau du Conseil de sécurité. Tout le monde dit. Et il faut appuyer sur ça pour un nouvel ordre, ce qu'on appelle un nouvel ordre mondial. Cet ordre qui se tourne entre la Russie et les Occidentaux, il faudra que nous aussi, on rentre dans le nouvel ordre international par l'intégration de l'Afrique, parce que tous les conflits se passent en Afrique. Et il n'y a aucun représentant de l'Afrique au Conseil de sécurité. Ça, c'est pas possible, n'est-ce pas? Donc il faut revoir ça. Il faut revoir aussi les modes de désignation au niveau des... Tout ça, c'est des choses que nous, parce que nous, on doit s'appuyer sur les Nations Unies. Donc tout ça, c'est des trucs sur lesquels... Donc un peu plus concrètement, pour que les gens comprennent. Monnaie, ça aurait pu être quoi? Que l'Afrique décide que, soit si elle soutient la Russie ou l'Ukraine, alors l'Occident va appuyer l'Afrique pour avoir une voix au Conseil de sécurité. Avec l'Occident ou la Russie, oui. C'est-à-dire que c'est l'un ou l'autre. On est en bloc. Oui. Celui qui nous veut. Mais c'est le bloc là qui est difficile à faire surtout. Le bloc africain, pour le moment, il y a un petit bloc africain là, oui. autour de la neutralité pour le moment. Bon, il y a quelques pays où la Russie a pu percer, parce que la nature est horreur du vide. Les Français ont été vidés, donc les Russes sont arrivés. Donc partout où vous videz les gens, les Russes vont arriver. Donc, bon, mais est-ce que c'est par opportunisme ou est-ce que c'est par une stratégie globale? Mais pour nous, on doit en profiter pour poser ces problèmes de nouvel ordre mondial qui nous intègre. Est-ce que tu vois? Pas qui nous mettent de côté. Parce que l'ordre mondial que nous vivons a été construit en dehors de nous. Quand on montait les Nations Unies, on n'était pas là, on n'était pas indépendant, c'est en 1945. Donc il faut revoir tout ça. Revoir le rôle de l'Assemblée générale, le rôle du Conseil de sécurité, etc. Il faut tout ça, que l'Afrique puisse revenir dans le jeu au niveau international. Mais pas en se donnant poings et pieds liés à des deux blocs, mais en travaillant autour des blocs. On a les BRICS aujourd'hui, n'est-ce pas? On a les BRICS. Pourquoi on n'aura pas les BRICS africains? Bien sûr, tout ça c'est possible, mais il faut que les Africains soient ensemble. Il ne faut pas qu'ils aillent s'éparpiller. L'un bon c'est la Russie parce que la Russie donne des armes, l'autre... Non, je crois que si on fait ça, le front africain risque de disparaître. Très bien. Alors, dans cette guerre russo-ukrainienne, il y a quelque chose qui est frappant, c'est qu'en peu de temps, l'Occident a abreuvé l'Ukraine en arsenaux, en moyens financiers pour faire la guerre contre la Russie, ce qui fait que l'Ukraine résiste jusque-là, alors qu'on pensait que ça devrait être une guerre éclair. Alors que depuis des années, en Afrique de l'Ouest, nous on tente de lutter contre le terrorisme. On n'a pas donné peut-être le cinquième, peut-être même bien plus de ces ressources-là. Finalement, comment on peut comprendre ça? Alors même que ces Occidentaux ont leurs intérêts ici en Afrique de l'Ouest. Il y a plusieurs niveaux. Quand la guerre a éclaté, j'essaie de l'analyser en disant qu'il faut revenir à la théorie de Hartford-Mackinder, 1905, sur le pivot géographique de l'histoire, qu'il positionnait en Russie. Ce qui a fait donc tous les conflits se passent autour du pivot géographique de l'Europe, parce que chacun veut contrôler l'Europe. Parce qu'il disait, le pivot géographique de l'histoire se trouve en Russie, celui qui veut contrôler l'Europe contrôle le pivot, n'est-ce pas?
Celui qui veut contrôler le monde contrôle l'Europe. Donc le contrôle du pivot vous donne le contrôle de l'Europe, le contrôle de l'Europe vous donne le contrôle du monde. Donc depuis lors, les gens, on va vers là-bas. Donc, les Américains l'ont utilisé pour créer ce qu'on appelle le containment, c'est-à-dire isoler la Russie, parce qu'il y avait la célèbre théorie qui disait la Russie aura toujours tendance à aller vers les mers chaudes. Pour combattre la Russie, il faut l'empêcher d'arriver vers les mers chaudes. Donc tu sais, le célèbre télégramme de Kennan, qui a servi à mettre en place le containment. La Russie refuse de se faire contenir. Donc la chute du mur de Berlin a amené un containment naturel de la Russie, parce que tous les pays alentours appartiennent à l'OTAN. Il reste plus quoi que la Géorgie, la Biélorussie, l'Ukraine, n'est-ce pas? Mais c'est pour ça la Russie, c'est un problème de vie ou de mort, parce que si elle laisse l'Ukraine, et l'Ukraine rentre dans l'OTAN rentre dans ça. Et n'oubliez pas que l'Ukraine a été le lieu d'implantation de la force nucléaire russe. N'oubliez pas que l'Ukraine a donné, les grands dirigeants russes sont ukrainiens, Brezhnev est ukrainien. Le temps de l'URSS. De l'URSS. Brezhnev est ukrainien, Trotsky est ukrainien. Donc, tous les grands intellectuels, parce que c'est normal, puisqu'ils sont à côté d'une mer, tout ça, etc., alors que les autres, plus asiatiques, sont moins, voilà, sont comme le Staline, etc., ils sont moins... Donc, voilà, donc la Russie, ce n'est pas une guerre entre l'Ukraine et la Russie, c'est une guerre de principe, en fait. La Russie dit, moi, je ne veux pas me faire étouffer. C'est cet étouffement. Voilà, je ne veux pas me faire ceinturer. L'Occident avait réussi le containment qu'ils ont cherché depuis la Deuxième Guerre mondiale, et ils viennent de l'avoir. Parce que quand le glacis est parti, l'OTAN est rentré dans le glacis, donc on a réussi un containment presque gratuit. Parce que la chute du mur de Berlin, révolution dans les pays, etc., l'OTAN, paf, l'OTAN vient, ce qu'il a cherché depuis 1905, l'OTAN vient de le réussir. Mais il ne reste que deux fenêtres. La fenêtre, c'est la Biélorussie et l'Ukraine. Donc ils ont attaqué l'Ukraine pour maintenir cette fenêtre-là. Mais si vous attaquez l'Ukraine aussi, vous attaquez le principe de containment aussi que les Occidentaux veulent. Donc ce n'est pas une confrontation entre la Russie et l'Ukraine. C'est une confrontation entre deux mondes, entre le monde autour de la Russie qui se croit héritière de l'URSS et le monde occidental pour qui il regarde toujours la Russie comme le communisme. Donc il y a toujours ce problème idéologique. Donc, il y a cette guerre idéologique et ça. Oui, donc ce soutien massif de l'Occident à l'Ukraine au détriment de l'Afrique pour lutter contre le terrorisme, quelles leçons les dirigeants africains doivent tirer de ce constat? La différence dans la lutte, c'est que vous allez l'Ukraine, c'est l'armée ukrainienne qui se bat. Alors que nous, c'est Serval et Barhan. C'est ça le problème. C'est-à-dire au départ, on n'a pas fait confiance à nos capacités militaires. Même si on devait perdre, on gagnera plus tard. Je disais un jour que le terrorisme n'a qu'à nous battre, mais on finira par les battre. Parce que ce qu'ils font là, ce n'est pas vivable sur le plan militaire. L'arrivée des Serval, des Barkhane, là. C'était une mauvaise manière de les appeler au secours. Ils pouvaient venir en soutien, mais c'est à nous de prendre le combat en charge. Même j'applaudissais d'ailleurs l'armée tchadienne. Serval, c'est l'armée tchadienne qui a attaqué les terroristes dans la profondeur. Et Serval est venu appuyer, ce qui est normal, parce que Serval, c'est la puissance. Mais après, il fallait dire à Serval, merci, mais restez en position d'appui. Mais nous, nos fils vont défendre notre territoire. Mais on ne l'a pas fait. Ensuite, on a fait une grosse erreur. Pourquoi les Français sont venus? Ce n'est pas pour défendre leur intérêt, d'accord. Mais les Américains et les Français, pour eux, le terrorisme, c'est un problème de projection. C'est-à-dire, c'est un truc qui vient en dehors de chez eux. Donc, pour venir les attaquer, comme le World Trade Center. Donc, il fallait attaquer l'Afghanistan, attaquer tout, pour endiguer le terrorisme. Mais nous, le terrorisme, il est en nous-mêmes, il est sur notre territoire. Donc, on ne peut pas le combattre par la projection. Mais on a suivi les Occidentaux dans la projection, et on a finalement rien fait. Donc, nos armées n'ont pas combattu. C'est les armées nationales qui doivent prendre en charge. Comme en Ukraine, c'est l'armée ukrainienne. Il n'y a pas d'autres armées sur le trait d'opération que l'armée ukrainienne. Mais elle a eu des moyens massifs venus de l'extérieur. Mais ce n'est pas un problème de moyens, l'armée. C'est un problème de stratégie. Si tu vois les Ukrainiens, je le démontrais, je disais au début de la guerre, les Russes vont avoir beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. C'est presque un peuple en armes. Et excellemment bien organisé. C'est-à-dire, si tu prends la somme des capacités militaires, vous les mettez bout à bout, ils sont
à 1 million de capacités militaires que la Russie a. Ah oui. Ouais, et la Russie a fait l'opération avec 300 000. 300 000 parce que c'est une opération. Une opération, c'est des moyens limités, un temps limité, des capacités limitées. Ils ont mis 300 000 hommes, plus ce qu'on appelle des multiplicateurs de combat, l'aviation, etc. Mais ils ont été surpris, bien sûr, par le fait qu'ils n'ont pas pu dominer comment on appelle, le cyberespace. C'est là où ils espéraient dominer, parce que pour que tu fasses ces opérations, il faut que tu domines le théâtre d'opération. Ils n'ont pas pu dominer le théâtre d'opération. Pourquoi? Parce que Starlink est arrivé, ils ont coupé la capacité de dominer le théâtre. Donc, les Américains ils ont donné des armes, comment on appelle, les Stinger, massivement, comme ils avaient fait en Afghanistan. Donc, ils ne sont plus encore sur le plan aérien. Vous avez vu, vous n'avez pas vu le combat aérien? Oui, on a neutralisé toutes les capacités aériennes. Donc, sans ça, vous ne pouvez pas battre le Sénégal si vous n'avez pas les capacités aériennes pour le faire. Oui. J'ai fait des calculs au départ de la guerre. Dès les premières opérations, quand ils ont échoué sur Kiev, et puis là, les Russes vont avoir des problèmes. Ah oui, ils vont avoir des problèmes parce que c'est un pays extrêmement bien organisé sur le plan de la défense. C'est un peu quand vous voyez Israël. Hein? Un petit pays de 7 millions d'habitants qui tient tête, parce que c'est plus la stratégie, l'organisation de la défense nationale qui compte. Après, maintenant, bien sûr, l'armement, les armes, c'est des moyens. C'est des moyens. Si les Américains ont perdu, je sais pas moi, comment on appelle, au Vietnam, c'est pas parce qu'ils n'avaient pas d'armement, c'est parce que les Vietnamiens avaient été chez eux, ils avaient une volonté de se défendre, ils ont mis en place une stratégie pour amener les Américains, battus sur Mao, qui disait, c'est une stratégie de la symétrie, travailler sur la symétrie. Donc, ce qui est important, je le disais pour le Mali, j'ai dit, moi, j'aurais été ATT. Dès le départ, j'aurais déjà organisé mon pays pour prendre en enfilade le nord, en créant entre Bamako et le nord de l'Algérie des terrains d'aviation. Okay. Pour que si quelque chose arrive, on ne sait pas si quelque chose arrive, on puisse défendre le nord, parce que le nord c'est un désert, n'est-ce pas? Ensuite, il fallait pousser aussi l'État à être présent, parce qu'il y a l'absence de présence de l'État. C'est ce truc qui fait que les gens se sont plus liés aux terroristes qu'aux choses. Ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas de trucs, etc. Ceux qui viennent, ils espèrent avoir ça d'eux. Donc c'est un peu ça. Il y a une mauvaise gouvernance, il y a une organisation de défense nationale qui n'est pas adaptée. Et tout ça, ça combiné, fait que l'Ukraine, quand vous étudiez le système ukrainien, mais on est en train de tricher le système ukrainien. Tous les pays. Ah oui. Tous les pays sont en train de mettre là une réserve. Parce que la réserve, la guerre, c'est la réserve. Ils ont mis en place une réserve extraordinaire, formée. La puissance des Américains, c'est la réserve. La réserve américaine est capable de faire toute seule la guerre. La guerre du Golfe, c'est la réserve qui a fait ça. Donc ça veut dire en temps de paix, on prépare quand même la guerre, quoi. Mais bien sûr, on recrute les gens, on forme, on encadre, on tue et puis on lâche. Ce n'est pas l'habitude dans nos pays d'Afrique. Mais on n'en fait rien du tout. Nous, on n'a que l'armée régulière. C'est pas possible. Il faut qu'on revienne à... Je vous dis quelque chose. J'ai fait une conférence là-dedans. J'ai dit le problème de l'Afrique par rapport au terrorisme, c'est le problème de la citoyenneté. C'est tout. On n'a jamais dans nos pays créé le citoyen africain. Alors que si vous voyez la révolution anglaise en 1680, c'était sur la charte des droits du citoyen. Aux États-Unis, en 1782, quand on a donné la Constitution américaine aux Américains, voilà la Constitution, ils ont dit non, ils ne sont pas d'accord, nous voulons la charte des droits. Donc ils ont demandé la charte des droits. Et c'est la charte des droits qui est devenue les 10 amendements. Et ce sont ces 10 amendements qui ont configuré le citoyen américain. Donc qui est prêt donc à se défendre face à quelque chose qui vient dans son pays. Chez nous, on n'a pas fait ça. On a laissé nos citoyens, parce que c'est les Français qui nous avaient d'abord dominés, on était des citoyens de deuxième, de seconde zone. Quand nos hommes politiques sont venus, ils n'ont pas changé ce truc, ils nous ont laissés comme citoyens de seconde zone, mobilisables uniquement pour l'électorat, comme électorat, mais pas comme citoyens capables de revendiquer des droits et capables de défendre son pays. Il faut revenir à cela. Et ça se fait comment? Ça se fait en remettant en place, comme on a fait au Sénégal dernièrement, l'armée obligatoire, la conscription. On ne peut pas être tout le monde conscrit, mais on prend la conscription, le volontariat, la formation militaire à la carte, les formations militaires alternatives. Tout ça, on le donne au profit de la jeunesse et on forme la jeunesse de demain. Si on ne le fait pas, ce n'est pas les armées régulières là qui vont se battre contre. Quels sont les pays qui ont commencé déjà
à se préparer après l'Ukraine en Afrique? Le Sénégal est sur le chemin. Oui. On a déjà sorti le décret pour la conscription l'année prochaine. On a déjà aussi des systèmes de volontariat, comme le service civique. Oui. Mais le Ghana a non seulement le service civique, mais ils ont le service civil. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser une population comme ça. Il doit être encadré, préparé, formé. Est-ce que tu vas à faire face à ce qui pourrait venir de l'extérieur? Mais nous, on a laissé tout le monde. Et les gens prennent les pirogues pour aller. Pourquoi? Parce que ce n'est pas des citoyens, on ne les a pas formés. On ne nous a pas donné une carte d'identité, un passeport, un permis de conduire. Et tout ça, ça fait partie. S'ils viennent dans ces trucs-là, ils viennent dans l'armée, ils auront une carte d'identité, ils auront un permis de conduire d'abord, parce que c'est la première chose que tu fais dans l'armée, le permis de conduire. Mais quand on a le permis de conduire, on a une carte d'identité, on se sent citoyen. Donc il faut donner les instruments de la citoyenneté aux Africains. C'est là qu'on commence à bâtir la résilience des Africains face au terrorisme.